Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse aux enjeux climatiques. Comment sensibiliser les collaborateurs? Comment aussi sensibiliser le collectif? On va en parler dans quelques instants avec Claire Boilet-Forestier, directrice RSE et engagement chez Bouygues Télécom. Elle est notre invitée. Le cercle RH, les retraites, qui riment un peu avec casse-tête. Quel coût pour l'économie? Parce que c'est un vrai sujet. Faut-il abroger cette réforme des retraites, les suspendre jusqu'en 2027? On en parlera avec deux experts. Antoine Fouché, le président de Quintet Conseil, et puis Alexandre Lamy, qui est avocat en droit social. Il a créé justement un think tank. On fera le point avec eux sur le coût pour l'économie de ces débats autour de la réforme des retraites. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Les Français cherchent à sécuriser leur carrière. Tiens, ça fait un peu écho d'ailleurs au débat des retraites, et on accueillera Éric Soubran. Il est le représentant du réseau national de Avenir Actif. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des enjeux climatiques, qui est un sujet de préoccupation pour les entreprises et pour les collaborateurs d'ailleurs, parce que c'est un sujet du côté de la génération Z qui est de parler de ce sujet et de pouvoir agir concrètement. On en parle avec vous, Claire Boilet-Forestier. Bonjour Claire, ravi de vous accueillir, directrice RSE engagement chez Bouygues Télécom. Alors, le sujet engagement climatique, c'est un sujet qui est traité depuis longtemps, mais vous avez décidé de le prendre un peu différemment. C'est-à-dire qu'on ne le fait plus sur le plan individuel, mais on travaille aussi et surtout sur le collectif. Tous ensemble. Est-ce que c'était bien ça l'esprit de la démarche ? Tout à fait. En fait, c'est tout à fait l'esprit de cette formation qu'on a appelée Cap Climat, qui a été co-construite avec Deutone, qui est une association, une organisation qui sensibilise les individus à leur propre décarbonation individuelle. Et en fait, on s'est posé la question de comment on embarquait les collaborateurs, mais l'ensemble des collaborateurs. Et même si vous le mentionniez, on parle de plus en plus d'enjeux climatiques dans la société, dans les entreprises. Finalement, on passe souvent à côté de quelles sont mes actions, quels sont mes engagements pour un collectif plus grand qu'est l'entreprise. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Cap Climat. Former 100% de nos collaborateurs à horizon 2027. Votre esprit, c'était de se dire, on a tous, je connais peu de gens qui disent qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose pour la planète, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et avec Deutone et avec cette formation, alors elle en est à quoi, on a déjà 2 mois de lancé là Exactement, on a lancé en septembre, on a déjà plus de 500 collaborateurs formés, on a 1700 collaborateurs inscrits jusqu'en février, donc on est presque dépassé tellement l'engouement est grand chez Bouygues Télécom, et on a 60 collaborateurs internes qui forment. En fait, on est vraiment sur le modèle des ateliers Deutone, où ce sont les propres collaborateurs qui forment les autres collaborateurs. Donc une formation qui a été construite et pensée par les collaborateurs, pour les collaborateurs, animée par les collaborateurs. Alors, il y a des jeux, il y a des quiz, il y a quelque chose d'assez ludique. Je pense que ce n'est pas une salle de formation avec un grand panneau avec des slides. Quelle a été, je dirais, l'écriture narrative que vous vouliez faire passer? C'est quoi les grands sujets que vous avez envie de transmettre? En fait, le plus important, c'était l'enjeu pédagogique que l'on cherchait, à savoir faire réfléchir les collaborateurs, les sensibiliser aux enjeux climatiques dans l'absolu, le numérique, nos enjeux, et puis la stratégie climat. Et sortir un peu du jargon technique, des SBTI, des objectifs, des scopes 1, 2, 3, et de leur dire concrètement, dans votre job au quotidien, toi, assistante de direction, toi, acheteur, toi, contrôleur de gestion, voilà ce que tu peux faire au quotidien pour que collectivement, on atteigne ça. Et donc, on a construit ça avec des collaborateurs engagés, des collaborateurs pas du tout sensibles au sujet, ça existe encore, et on a construit ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils proposent? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient de la base, qui est de dire, mais devenez acteur de la transfo et accompagnez-nous dans cette démarche. Qu'est-ce qu'ils vous font remonter et comment ils comprennent vraiment à bras-le-corps ce sujet, individuellement et collectivement? Alors, le premier, l'état d'esprit quand on sort de la formation de nombreux collaborateurs, on a 500 déjà premiers verbatim à analyser, c'est vraiment je suis fière que mon entreprise s'engage. Je suis fière que ma direction générale, qui ont été les premiers formés à Cap Climat, donc il y a un marqueur fort, accepte, engage une formation obligatoire de 2h30 en présentiel. Donc, on est quand même sur un sacré engagement aussi pour tous les collaborateurs. Donc, il y a de la fierté d'appartenance. On prend du temps pour vous rendre acteur et vous rendre ambassadeur du sujet. Donc, fierté d'appartenance, meilleure compréhension des sujets et surtout, chacun comprend qu'il a un rôle. Moi, c'était ça l'enjeu principal. J'entends très souvent dans mon job, oui, mais moi, je ne peux pas rien faire au quotidien.
D'autres sont plus concernés que moi. C'est pas vrai. La bataille du climat, elle se gagnera jamais seule. Donc, les premiers à former, ce sont nos collaborateurs. 500 formés, 2 mois de formation. Vous avez un objectif des 1700 collaborateurs. On est bien d'accord. 11 000 collaborateurs, 11 000 horizon collaborateurs. 2027. C'est-à-dire en 2027, vous êtes capable de faire de ramasser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté, et peut-être de transformer l'essai, parce que j'imagine que derrière, c'est un peu le cahier de doléances, il faut ensuite transformer ça en action, c'est ça l'objectif? Tout à fait. Déjà, on pourra se satisfaire d'avoir 100% de nos collaborateurs qui comprennent et qui savent quelles sont leurs actions au quotidien, Ça, c'est fait. ce qui est une énergie incroyable pour avancer. Et surtout, ça nous donne des armes en termes de contenu, parce que tous ces collaborateurs nous partagent aussi leurs idées, leurs envies. Donc la stratégie future à écrire à horizon 2050-2100, elle va être aussi construite sur la base de ces verbatims et ces envies. Sans dépouiller les verbatims, parce que c'est un travail assez titanesque, c'est quoi leurs idées? C'est d'augmenter le nombre de garages à vélo, c'est d'avoir des aides pour des vélos électriques, c'est d'amener du verre sur vos bâtiments, je crois, du côté de la Nationale 118, on les découvre, ces bâtiments où il y a le siège. Mettre un jardin partagé. C'est quoi qu'est-ce qui sort de tout ça? L'envie d'agir. Et je pense que là, on ne peut pas énumérer tous les métiers qu'il y a chez Bouygues Télécom, mais l'envie d'agir dans mon job au quotidien, avec la compréhension que c'est peut-être pas ça qui va faire basculer l'empreinte carbone de Bouygues Télécom à son niveau. Vous mentionnez la flotte de véhicules. Finalement, c'est un engagement très important de Bouygues Télécom qui pèse pas beaucoup, mais ça aussi, typiquement, je sais que moi, collaborateur, je peux avoir un impact en choisissant l'électrique, par exemple. Et puis Claire, c'est aussi un outil de marque employeur. Ça montre aussi l'engagement d'une entreprise qui sait embarquer ses équipes. C'est aussi ça l'objectif. C'est un formidable levier. Le fait que la direction générale ait été les premiers engagés et qu'ils aient tout de suite signé avec un engagement aussi fort montre aussi aux collaborateurs la formidable envie d'agir de Bouygues Télécom sur ces sujets, avec concret. Moi, je pense que c'est ça le plus important dans mon travail. On est pragmatique et on est ambitieux. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que le temps file, mais il y a aussi l'enjeu du numérique et évidemment l'empreinte carbone du numérique, qui est un autre sujet très important. Merci Claire d'être venue nous éclairer. Claire Boilet-Forestier, directrice RSE engagement au sein de la belle société Bouygues Télécom. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous. On tourne une page, ça nous concerne tous, ça vous concerne, le débat des retraites. Alors, suspension, abrogation, débat infini à l'Assemblée nationale. On fait le point avec des experts sur ce sujet des retraites qui ressemble à un casse-tête politique et objectivement une inquiétude pour les Français qui travaillent, qui commencent à observer leurs droits et ce qu'ils auront peut-être à la fin d'une longue carrière. On fait le point avec des experts, c'est le Cercle RH et c'est tout de suite. Les retraites, en débattre, c'est un sujet important. Alors vous suivez l'actualité évidemment à l'Assemblée nationale, vous suivez le jeu des partis politiques, des négociations de Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui évoque l'idée du compromis et que donc alors qu'il n'était pas favorable à l'idée de suspendre les retraites, mais il le fait au nom du compromis, reste un sujet, c'est qu'avez-vous à la fin de votre carrière? Qu'aurez-vous? Que toucherez-vous? Est-ce que le modèle sera toujours valide et valable dans une dizaine d'années? On en parle parce que c'est intéressant d'avoir une expertise croisée avec des experts qui connaissent ce sujet. Antoine Fouché est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Président de Quintet Conseil. Votre dernier livre, excellent livre, Sortir du travail qui ne paie pas, édition de l'Aube. On verra dans un instant le lien entre travail et retraite et pension de retraite. Et puis avec nous, Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre, ravi de vous revoir. Bonjour. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu. Avocat en droit social, vous avez créé le think tank NEOS et vous êtes membre de l'Institut Sapiens. D'abord, juste pour faire une ligne quand même sur l'enjeu politique qui se joue à l'Assemblée nationale, débat sur les retraites, suspension, abrogation. Comment vous, les experts qui n'êtes pas des politiques, qui êtes des experts du sujet, vous observez ce jeu à la fois en coulisses et dans l'hémicycle, on suspend en attendant 2027. Ça vous semble être la bonne solution ou pas? Ça dépend de quel point de vue. Du point de vue de l'intérêt général et de la vérité due aux Français, c'est pas la bonne solution, ça c'est sûr, parce que on est déjà l'un des pays, chacun peut le constater, on regarde, les données que je vais citer sont en ligne, l'un des pays qui travaille le moins pendant l'année, pendant la vie, pardon, excusez-moi, pendant la vie, pas pendant l'année, d'Europe. Avant, on compensait ça par de la productivité supérieure ou de la qualification supérieure. C'est plus le cas.
C'est-à-dire maintenant, on est à peu près productif, on est 13e sur la productivité, et sur la qualification, on est plutôt dans la deuxième partie du classement européen. Et donc, si on n'est pas plus productif et qu'on n'est pas plus qualifié, si on travaille moins, on s'appauvrit relativement aux autres. C'est ce qui nous arrive. On est le 26e PIB par habitant aujourd'hui. Il y a 40 ans, on était le 5e. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 autres pays, notamment en Europe, dans le monde, qui sont plus riches que les Français. Et le lien avec les retraites, il est direct. C'est que la richesse, elle est créée par les gens qui travaillent. Et donc, si on est un peu moins nombreux à travailler et un peu plus nombreux à être retraités, collectivement, on s'appauvrit. Voilà. Et on est dedans, là, on est là. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de alors, le mot qui me vient est un peu fort, mais quelque chose comme creuser la tombe de l'avenir collectif des Français, parce que la situation, encore une fois, un 26e PIB par habitant, perdre 20 points au classement en 40 ans, au milieu du siècle, ça sera plus exagéré de dire qu'on est tiers-mondisé, au sens où on n'est plus du tout parmi les pays les plus riches du monde. Et c'est comme une centrale nucléaire, elle met beaucoup de temps à se refroidir. Exactement. On ne fait pas jour-nuit, là. Et surtout, ça prend, comme vous dites, ça prend du temps. Tout ça prend du temps à se corriger. Et nos effets de long terme, qui est toujours plus sur le social et pas plus sur l'éducation, l'industrie, la transition énergétique, bref, tout ce qui prépare l'avenir, toujours plus sur le passé et jamais plus sur l'avenir, ça fait que ça appauvrit la France. Alexandre Lamy, comment vous le regardez ce débat? D'ailleurs, le débat est posé, on met les pieds dans le plat, c'est-à-dire globalement, si on ne travaille pas plus, qui revient à dire globalement, il faut maintenir la réforme, le départ à la retraite à 64 ans minimum, et qu'en la suspendant, en l'abrogeant, on met le pays en danger. Alors, pour revenir à votre question initiale, sur la manière dont je le vois moi, n'étant pas politique, Arnaud a raison, c'est vrai que c'est mentir aux Français sur l'état de notre situation et le fait que 60% de notre dette actuelle est une dette sociale, c'est-à-dire que 2/3 de notre dette sert à financer notre modèle social et le niveau de nos prestations sociales, de sorte à ce que le modèle qui se finance par la dette n'est plus un modèle. Donc ça, c'est de mentir aux Français. Mais d'un point de vue, moi, sur la méthode, je pense que la façon dont je le vois, c'est la situation dont on hérite aujourd'hui et la conséquence d'un problème de méthodologie à la base sur cette réforme des retraites. On l'a envisagé initialement comme un ajustement budgétaire, comme une réforme budgétaire. Mais je pense que l'enjeu était ailleurs. Il aurait fallu poser la question du travail avant de poser la seule question de la retraite. Et de s'interroger sur la manière dont au sortir d'une crise sanitaire lourde, qui nous a coûté cher, qui nous a coûté extrêmement cher, puisqu'il a fallu maintenir, en France, on est le pays où on maintient les niveaux, on est les plus protégés. On a un peu cramé la caisse. Voilà. Mais je pense qu'on était arrivé à un moment où la question du travail et de la place du travail dans notre société méritait d'être posée, et en portant celle de la retraite. Mais je pense que la question de remettre le travail au cœur de notre modèle et au cœur de notre contrat social était la question essentielle à se poser, qu'on n'a pas fait, et après laquelle on court aujourd'hui encore. Mais qui fait d'ailleurs écho à votre livre, Antoine. La place du travail, le rapport qu'on entretient avec notre travail et le niveau de rémunération que l'on reçoit, puisque c'est ça dont il est question, en échange du travail que je consens à faire sur 35 heures ou 39 heures. En fait, les Français ne s'y retrouvent pas, là, aujourd'hui. Non, ils ne s'y retrouvent pas, mais je suis complètement d'accord avec Alexandre, mais je pense que ce n'est pas contradictoire à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que on a la réforme, elle met la charrue avant les bœufs, la réforme de 2023, c'est-à-dire elle traite des retraites d'une façon assez budgétaire, au lieu de poser globalement la question de la place du travail dans la vie, de sa rémunération, etc. Il n'empêche que même si on pose la question de la place du travail et sa rémunération, etc., on peut poser la question de toutes les manières qu'on veut du monde. À un moment donné, la démographie, c'est la démographie. Et donc, on était 4 travailleurs pour un retraité en 1960, 3. Maintenant, on est à 1,7. Et donc, quoi qu'il arrive, on va devoir travailler plus longtemps. Voilà. Donc, après, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille plus longtemps? Comment est-ce qu'on rémunère mieux le travail? Comment est-ce que c'est acceptable de travailler plus longtemps, etc. Et donc, il fallait le faire comme ça. Mais c'est pas ce qui a été fait. C'est pas trop tard, mais c'est pas ce qui est fait. C'est-à-dire que c'est là où on peut dire, je pense que c'est contraire à l'intérêt général et que c'est une capitulation en race campagne en fait, et pas du tout un compromis ce qui est en train de se passer. C'est qu'un compromis, ça consisterait à dire, écoutez, on va pas mentir sur l'essentiel aux Français. On va devoir travailler plus longtemps, mais on va le faire autrement. Exactement. Voilà. Donc on le fait autrement. Là, c'est pas ça. Mais là, c'est pas. Là, c'est on travaille moins.
et on verra plus tard. Et après, moi, Et ça, c'est un mensonge. Mais- Et ça, c'est un mensonge parce que de toute façon, à la fin, ça va retomber, et ça reboucle sur votre question, ça va retomber sur les gens qui travaillent, et le travail va, d'une manière ou d'une autre, payer encore moins qu'aujourd'hui, parce que l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes qui fait que le travail permet plus aujourd'hui de changer de niveau de vie, c'est l'écart qui s'est creusé entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux. Et c'est exactement ça, c'est le niveau de cotisation quand ils regardent leur feuille de paye. Soit on l'augmente, soit on baisse les pensions d'ailleurs. Après, Alexandre, la question se posera comme ça, le hein. club- on travaille plus longtemps. Le club Landois était venu nous rendre visite. Alors, il faisait une étude que je vous invite à découvrir, Présenté jeudi. qui est présentée jeudi dans une sorte de grand événement. D'ailleurs, on leur rend hommage puisqu'il était sur notre plateau. Grand événement qui se trouvera du côté de Saint-Ouen, si je ne m'abuse. Et il nous parlait de son étude sur la feuille de paie. Et quand on interrogeait ceux qui avaient été donc interrogés sur la feuille de paie, Personne ne comprend rien. alors non seulement personne n'y comprenait rien, mais ce qui devenait très intéressant, c'est que je crois que plus de la moitié des Français pensent que leur retraite est financée par capitalisation. Est-ce que vous l'imaginez ça? Non. Ils ne savaient même pas. Donc pour 50% d'entre eux, que c'était une retraite par répartition. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre, alors Farandou, le nouveau ministre du Travail, ancien patron de la SNCF, qui dit mais il faudrait peut-être mettre un peu de capitalisation. On l'a entendu de la part de Sébastien Lecornu. C'est le mot. Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est un peu le chiffon rouge. Mais globalement, Fondapol. il y a plein. Est-ce que vous, l'avocat que vous êtes et l'observateur, vous dites qu'il faut un peu de pincée de privé, En tout d'obligataire, d'action, je ne sais pas? En tout cas, c'est un système qu'on connaît dans l'entreprise, oui. notamment depuis la réforme portée par la loi Pacte, qui est venue mettre un peu d'ordre dans l'ensemble des systèmes de retraite complémentaires ou surcomplémentaires qui existaient, et notamment avec le PERECO, le plan d'épargne retraite d'entreprise collective. Donc c'est un système qu'on connaît dans l'entreprise, la capitalisation. Et ça marche bien. Et ça marche plutôt bien. C'est un système qui est connu d'ailleurs pour financer des systèmes de retraite, y compris parmi les organisations syndicales. Bon an, mal an, le fait que la capitalisation fasse son chemin est plutôt une bonne idée parce que, pour revenir Enfin, à ce le que... fait dans la tête des Français qui regardent le bulletin de paie, en tout cas. Hein. Ouais, non, mais Il y a un grand malentendu. il y a un énorme malentendu. Donc Bah, il y a un ouais. problème de pédagogie énorme. Mais Mais vous dites, il y a deux sujets de levier. Mettons de côté la capitulation. Il y a le sujet de l'âge de départ. Est-ce qu'on maintient cet âge de départ Non, on va pas 62-64 ou est-ce qu'on dit on dérégule et on laisse finalement chacun partir comme il le veut et il aura la pension qui correspondra à son moment de départ. Qu'est-ce que vous en pensez et Antoine ensuite? encore une fois, je pense que c'est pas possible et que nécessairement l'âge va devoir augmenter. On va devoir travailler beaucoup plus longtemps pour financer notre modèle, qui n'est plus un modèle. Ou est-ce qu'il aventure, il est encore finançable? Parce que la retraite, c'est 410 milliards d'euros par an, je crois, le Ça, c'est la grande financement, masse. la grande masse. Et on a à côté de ça les maladies aussi. On parlait du système de notre modèle social, c'est 300 milliards. Donc face à ces grands de coûts par an, qui pèsent dans les 3600, 3500 milliards de dettes aujourd'hui. Mais- Donc Antoine, vous en pensez quoi? On touche à l'âge de départ, parce que ça c'est aussi un totem, ou voire un tabou, et on dit aux Français, vous partez librement, avec les points, puisque ça avait été évoqué par la réforme Édouard Philippe, avec des points, et en fonction de vos points, vous saurez que vous aurez 2005, 3000, moins, en fonction du départ. Comment vous voyez une forme de liberté, une vision très libérale du système? Et responsabilisante aussi. Le système à points, c'est très responsabilisant. Il y a deux choses. Il y a un, le système actuel, il est profondément injuste et opaque. Il est injuste parce que selon le même effort, le même travail, les mêmes cotisations, vous n'avez pas la même retraite. Et il est opaque parce que je mets, pardon de le dire comme ça, mais je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ne savent pas aujourd'hui en temps réel, à grosso modo, à combien sera leur pension de retraite quand ils s'arrêteront, même s'ils sont à 10 ans de la retraite ou quelque chose comme ça. Il y a un site Alors, bien fait, hein. ça a progressé. Je me permets de le dire, Oui, un fonds mais- retraite qui est plutôt pas mal fait. À condition de ne pas avoir changé de régime. Oui, c'est vrai. Et c'est le cas de moins en moins de personnes qui changent de plus en plus. Donc ça correspondait, notre système, il correspondait à une époque. Je fais 40 ans dans la même boîte. Et voilà, Oui, c'est ça. toute la carrière dans la même boîte ou dans le même secteur, etc. Et c'est de moins en moins ce que font les gens. Donc le système à points, il peut être et juste et transparent. Et c'est là où, pour le plaisir du débat aussi, j'aurais peut-être une nuance avec Alexandre là-dessus, c'est que à mon avis, quand un système à points peut être responsabilisant à condition de dire la vérité et responsabilisant au sens où il permettrait aussi de partir à ceux qui le veulent plus tôt. Plus tôt. Ouais. Et ceux qui le veulent mais- plus tard. Et exactement. Alors, je ne parle pas ici de la pénibilité, parce que la pénibilité, on pourrait compenser avec des points en plus, etc. Mais C'est un sujet. si il pourrait permettre d'arbitrer entre
partir à 65 ou 70 avec une grosse retraite ou partir à 62 avec une petite retraite. La vérité là-dessus, c'est que, et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas réussi en 2019, parce que c'était le système de 2019, hein, c'est que de toute façon, comme on est de moins en moins à cotiser et de plus en plus nombreux à la retraite, il n'y a aucun système dans lequel, à 62 ans aujourd'hui, vous pouvez avoir la même pension qu'il y a 10 ans. Aucun. Ou alors, il faut baisser les pensions de ceux qui y sont aujourd'hui ou augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Exact. Ou taxer donc, un peu plus les retraités. Une fois qu'on se dit ça, exactement. Ouais. Mais une fois qu'on se dit ça, on peut dire, OK, on peut garder un système dans lequel vous pouvez partir à 62 ou à 64 ans, mais avec des plus petites retraites. Et, deuxième partie de la vérité, s'il y a beaucoup de Français qui font ça, alors les pensions de retraite de tout le monde vont baisser. Voilà. Et ça, donc voilà. Et donc c'est un système. C'est pour ça que il n'est pas si libéral que ça, au sens où il donne de la liberté individuelle, mais il y a une régulation collective. Exact. C'est-à-dire que si tout le monde joue le passager clandestin en disant je m'en fous des autres, tout le monde perd. Mais c'est pour ça. Mais en même temps, c'est très responsabilisant. Antoine Fouché, il nous reste 2 minutes. Je voudrais simplement vous entendre parce qu'il y a un petit sujet qui a été soulevé au projet de loi de finances sur l'idée de supprimer le cumul emploi-retraite. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. C'est pas tant une suppression qu'une décote, je crois, une très forte décote qui fait qu'en fait, quand vous gagnerez 100 en plus, on vous le retirera de votre retraite. Donc, globalement, ça arrive quand même à la fin du cumul emploi-retraite. Vous y êtes favorable ou pas ? Il faut maintenir ce système. Il faut maintenir ce système, il est extrêmement important. Aujourd'hui, en 2020, on avait un cinquième de la population qui avait plus de 65 ans. 2040 sera un quart et 2050, c'est 30%, à peu près. On a besoin de cette expertise-là, notamment dans des secteurs clés que sont le nucléaire. On parle de réindustrialisation indispensable. On a cette transmission de savoir qui doit être faite. Donc, je pense que c'est une hérésie que de se passer de ce système-là qui est impératif dans les secteurs que j'évoquais. Et précisons qu'avec une réforme qui avait eu lieu, où lorsqu'on cotisait dans l'emploi qu'on effectuait après sa retraite, on bonifiait sa retraite. Absolument. Par ailleurs, puisque ce n'était pas le cas au départ de la réforme. On maintient ce système de cumul emploi-retraite, qui est un complément de revenu aussi, il faut le reconnaître. Oui, à condition de travailler tous davantage sans cumul. Voilà, c'est toujours pareil. Le problème, je pense que pas que sur les retraités qui bossent. Le problème, oui, c'est le problème. Je pense que ce qu'a en tête le gouvernement, c'est de dire attendez, notre système avec un âge de départ précoce et un cumul emploi-retraite favorable, il pousse les gens à partir le plus tôt possible pour cumuler retraite et emploi. Ouais. Ça tourne pas et il a raison. Mais ce qu'il faut faire, c'est les deux, c'est-à-dire c'est pousser, inciter la majorité d'entre nous, la grande majorité d'entre nous et tous ceux qui le peuvent, à travailler 2 à 3 ans de plus, 2 à 3 ans de plus, c'est ça l'écart qu'on a avec les pays européens. 65 ans. Et accumuler, parce que même à 65 ou à 70, il y a beaucoup de gens qui ont continué à avoir envie de travailler et il n'y a pas de raison de les empêcher et de cumuler. De ce point de vue-là, c'est absurde. Mais il faut remettre les choses. Un effet positif sur la santé. En plus, bien sûr. Et puis sur le moral, sur l'équilibre. Merci à vous, messieurs. Le débat est terminé. On ne l'a pas résolu, vous l'avez constaté, le paradigme, le débat des retraites, mais on a éclairé à travers l'expertise d'Antoine Fouché et d'Alexandre Lamy tous les gros sujets qui vont. On aura sur Smart Job régulièrement des débats sur ce sujet. Merci à vous deux. Et je pense pendant plusieurs années. Merci en tout cas de nous avoir éclairés et grand les yeux, parce qu'il y a quand même des vérités à entendre. Merci Antoine Fouché. Quintin de Conseil, c'est votre entreprise et votre livre Sortir du travail qui ne paie pas, édition de l'Aube. On envoie la couverture. Alexandre Lamy, merci d'être venu, avocat en droit social. Vous avez créé le think tank Neos avec beaucoup de travaux, de réflexion que vous portez sur plein de sujets. Merci à vous. On tourne une page, c'est le cercle RH, et on passe tout de suite à Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec une étude passionnante réalisée par Avenir Actif sur les Français. Alors, est-ce qu'ils ont envie de bouger? Est-ce qu'ils sont un peu aventuriers ou est-ce qu'ils cherchent à se sécuriser? On en parle avec vous, Éric Soubrane, ravi de vous accueillir. Vous êtes représentant du réseau national Avenir Actif, chef de projet, et vous avez sous le bras ce baromètre 2025 sur l'évolution professionnelle. Un peu plus de 4800 actifs qui ont été interrogés. Qu'est-ce qui ressort? Ils se sécurisent? Ils ont envie de bouger? Ils ont envie de changer de métier? Qu'est-ce qu'il en sort? Alors, étonnamment, dans un contexte quand même compliqué en ce moment en France, les salariés disent qu'ils ont envie d'évoluer. 82% des salariés nous disent que dans les 2 années à venir,
ils veulent évoluer ou changer de job. Et même, on constate même une accélération par rapport au même baromètre qu'on a fait il y a un an, puisqu'ils sont 60% à vouloir évoluer dans les 6 mois et 40% donc globalement sur les 2 années à venir. Ça nécessite de l'analyser. Ils veulent bouger, ils se sentent mal dans le poste dans lequel ils sont, ils sentent que ce poste va disparaître. Quels sont les éléments qui leur donnent envie de bouger ? Alors, il y a un contexte effectivement très nouveau qui se développe ces dernières années. Déjà, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle qui motive un grand nombre de salariés à se dire il faut que j'évolue, il faut que j'adapte mes compétences. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, il y a aussi toutes les réformes liées à l'emploi. Bien sûr, la réforme de l'assurance chômage dont on vient de parler, et aussi de la réforme des retraites qui vient percuter l'environnement du travail. Pour les plus de 50 ans dans votre étude, l'IA est un défi puisqu'on en parle. Donc ça veut dire qu'il y a un peu des défis et donc un peu d'angoisse peut-être devant le sujet. Les 40 ans, c'est un peu différent. Eux, ils se projettent déjà en se disant j'ai encore plus de 25 ans à faire, peut-être plus. Il faut que je m'embarque dans le sujet, c'est bien ça. Hein. Absolument. Jusqu'à 40-45 ans, les salariés se disent finalement l'intelligence artificielle, c'est une opportunité. Tout ça, ça va bouger et donc ils ont cette appétence à vouloir se former. À partir de 50 ans, c'est effectivement, vous l'avez très bien dit, plus un défi de se dire comment je vais adapter mes compétences pour les 14-15 années qu'il me reste peut-être à travailler. Et puis après, arrivé à 57 ans, là, c'est vrai qu'on sent que les salariés commencent peut-être plus à envisager, à réfléchir à la retraite. Et là, c'est peut-être plus difficile. Je ne voudrais pas qu'on se quitte, Éric Soubrane, parce qu'on comprenne bien qui est Avenir Actif. Avenir Actif, en fait, c'est une tour de contrôle qui travaille avec les CEP, qui a des CEP. Donc, ceux qui accompagnent les salariés en reconversion, des salariés qui changent de métier, des salariés qui sont demandeurs d'emploi. C'est quand même... Alors, on découvre quand même dans votre étude aussi qu'un actif sur 2 déclare connaître le service, ce qui a dû vous satisfaire. Alors, on s'en satisfait, pour autant, on a encore beaucoup à se faire connaître. Avenir Actif, en France, c'est 800 sites sur lesquels tous les salariés peuvent venir, mais aussi les indépendants, les alternants, les intérimaires, et 1200 conseillers en évolution professionnelle qui peuvent venir. Le CEP. Alors, son boulot, lui, sa mission à ce conseiller, c'est quoi ? C'est de les ventiler, les écouter, essayer de définir un projet. C'est quoi ? C'est complexe, la mission de ce conseiller. Oui, le conseiller, il reçoit les salariés de manière tout à fait, évidemment, gratuite, confidentielle, et il l'accompagne tout à fait sur mesure. C'est-à-dire qu'il élabore le projet, il valide le projet d'évolution, de formation, et il va accompagner tout au long de sa carrière le salarié pour lui faire réussir son projet. Donc, ce qui est quand même une clé importante, trouver la bonne formation, et puis aussi, pour terminer, entrer en contact avec l'employeur, parce que parfois le salarié n'a jamais verbalisé son envie de bouger. Enfin, je veux dire, c'est au moment de la rencontre avec le conseiller qu'il le dit. Alors, effectivement, le fait que ce soit un conseiller qui soit extérieur à l'entreprise, c'est aussi un atout pour l'entreprise. Parce que, effectivement, parfois, les salariés ont plus de mal à se confier à leur hiérarchique ou au service ressources humaines. Et le fait que ce soit externalisé permet aux salariés de s'exprimer librement. Merci Éric Soubrane d'être venu nous rendre visite, ce CEP, cette étude à découvrir, un baromètre 2025 réalisé par Avenir Actif. Vous êtes chef de projet représentant national donc d'Avenir Actif avec tous ces conseillers disséminés partout en France. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Charles à la réalisation aujourd'hui. Je salue Paul évidemment et je salue Nicolas Juchat, le programmateur de cette émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très bientôt, bye bye.